Alors, les chauves-souris, incroyable merveille de la création. C'est vrai. Et nous allons considérer les petites chauves-souris et aussi les grandes, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont grandes. Voilà le plan de l'exposé. Je vais faire une introduction. Je vais parler un peu de ma université, l'université de Liverpool en Angleterre. Mon département, c'est le département de ingénierie électrique et électronique à l'université de Liverpool. Et alors, je vais considérer la question que tout le monde se pose. 3 fois intéressant sur la conception, le dessin, le design. Nous allons considérer, pour notre sujet principal ce soir, la conception dans le monde naturel. Et le cas pour notre étude ce soir, c'est les chauves-souris. Les chauves-souris sont des créatures extraordinaires et en tant qu'ingénieur électronique, je m'intéresse beaucoup à leur système de communication, leur système de trouver les repas, c'est-à-dire l'écolocalisation. Pourquoi ne peuvent pas-ils le voir? Pas les chauves-souris, mais les athées. C'est-à-dire ne peuvent pas voir la conception, le design dans la création. Et on pose la question par intention ou par hasard, et on considère la preuve ultime de la conception, de la dessin dans la création. Et alors, on fait des conclusions pour terminer nos études, nos pensées ce soir. Et alors, comme les chauves-souris, ils sont en train de trouver leur repas, je vous laisse en paix trouver votre repas pour terminer après la fin de la réunion ce soir. Université de Liverpool. Pour ceux qui connaissent l'Angleterre, vous êtes peut-être... vous avez entendu parler de Red Brick University. Alors, ça, c'est les rouges briques de notre université Liverpool qui a commencé dans ce bâtiment, mais maintenant, c'est une kilomètre carré, plus qu'une kilomètre carré de notre ville de Liverpool. Et voilà notre département d'ingénierie électrique et électronique à l'université de Liverpool. Notre université a été fondée en 1881. À maintenant, nous avons 28 000 étudiants, 400 programmes, un revenu annuel de 703 millions de livres sterling et nous sommes associés avec 10 prix Nobel. Je travaille pour la mienne, mais cela n'est pas déjà arrivé. Je continue. Alors voilà notre groupe de recherche, le groupe spectrométrie de masse, un groupe, on a des gens de Yougoslavie, d'Iran, des Indes, il y a quelqu'un qui vient de la Russie, quelqu'un qui vient de Sri Lanka et 2-3 d'Angleterre aussi. Voilà, c'est une équipe internationale. Et un projet que nous avons fait ensemble avec nos partenaires en Europe, lorsque le Royaume-Uni était en Europe, nous avons été financés par la Communion européenne de faire un projet qui s'appelle Sniffles. Okay? En anglais, c'est Sniffles. En français, c'est Sniffles. Mais voilà le site. Et c'est un projet pour réaliser un renifleur, un nez électronique pour travailler en complément avec des chiens renifleurs. Et le concept, c'est dans le dia, c'est-à-dire avoir une valise avec quelque chose où tu peux indiquer, tu peux faire un sniff, tu peux regarder l'odeur, capturer l'odeur de quelque chose. Et le spectrum là-bas, c'est le spectrum de cocaïne. Alors, si on trouve cela sur votre personne, vous allez vers une visite à la police parce que c'est illégal. Et le spectromètre de masse, c'est un projet à l'Université de Liverpool, l'Université de Marseille, j'ai des collègues là-bas,
quelques partenaires en Hollande, en Italie, en Allemagne et aussi en Scandinavie. Et nous avons réussi de faire un spectromètre de masse potable et on a testé contre les chiens. Mais ce que nous avons trouvé, c'est que même avec tous nos efforts, le chien, il était 20 fois mieux que notre nez électronique. Alors, le nez électronique, il était le meilleur en Europe. Il a eu le meilleur résultat qu'on a eu en Europe à cette époque-là, mais le chien, 20 fois mieux. Parce que l'un, il est créé par l'homme, et l'autre, il est créé par Dieu. Voilà. Spectromètre de masse. Et le titre du projet, Mon chien n'a pas de nez. Voilà. OK, ça c'est le titre du projet. Les fondateurs du génie électrique et électronique au Royaume-Uni, Michael Faraday, celui qui nous a donné les transformateurs. J'enseigne la loi de Faraday aux étudiants. C'est une loi très célèbre. Je suis certain que vous faisiez la même chose ici en France. Clerk Maxwell, celui qui nous a donné les célèbres équations de Maxwell, le vecteur, le calculus vecteur. Et c'était mon privilège d'enseigner les équations de Maxwell à des étudiants pour des années. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait qu'est-ce que c'est? C'est une diode. Et c'est le premier diode qui est inventé par Ambrose Fleming. Et Fleming, il était le premier prof du génie électrique et électronique chez nous. Mais le point que je voudrais faire, c'est que Faraday, Maxwell et Fleming, qui a fondé la discipline du génie électrique et électronique au Royaume-Uni, ils étaient tous chrétiens évangéliques. Et j'ai dit ça pour dire, parce qu'il y a des gens qui pensent, si on est chrétien, si on est scientifique, on ne peut pas faire la science. Mes amis, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Et ici en France, on a Louis Pasteur, on a Blaise Pascal et les autres, et en Allemagne, on a d'autres scientifiques. Alors, en effet, c'était les chrétiens qui nous ont donné la science moderne. Ils ont mis en place les briques, les bases pour les disciplines scientifiques dans le monde. Et si vous voulez savoir davantage, comme c'est déjà dit, mon livre c'est là-bas, si vous voulez profiter de ça. Un savant, un scientifique qui m'a aidé beaucoup dans mes études doctorales, c'était Neville Mott. Il est le professeur Cavendish de physique. Il a la plus haute qualification chez nous, c'est le Fellowship of the Royal Society. Et lui, il a gagné le prix Nobel en physique 1977. Il a dit « Je crois en Dieu, qui peut répondre aux prières, à qui nous pouvons faire confiance, et sans qui la vie sur cette terre n'aurait aucun sens. Une histoire racontée par un idiot. » Il a cité Shakespeare par la dernière phrase. Et au-dessus de la porte de le laboratoire Cavendish, c'était le labo le plus célèbre chez nous, scientifiquement en Angleterre. C'est le psaume 111, verset 1. Les œuvres du Seigneur sont grandes. Et ils ont reconstruit le laboratoire en 1973. Ils ont gardé le verset. Je suis content de dire ça. Parce que c'est Maxwell lui-même qui a écrit ce verset là-bas. Alors, les scientifiques qui sont en même temps les chrétiens et les scientifiques forts et les chrétiens forts aussi. Voilà la question maintenant que tout le monde se pose. C'est facile. Comment en sommes-nous arrivés là? On regarde le cosmos, on regarde notre planète,
on regarde notre corps et tout le monde pose la question, est-ce que tout cela par la création ou par le hasard? Et en considérant le dessin dans l'univers, on peut arriver au fait qu'il y a un Dieu. C'est une preuve de Dieu. C'est une empreinte de Dieu. C'est-à-dire, en considérant les choses qu'il a fait, nous pouvons conclure certainement qu'il y a un Dieu. Je vais vous donner 3 faits intéressants sur la conception, le design, le dessin. D'abord, il est facile à reconnaître. Toujours un privilège de voir la tour Eiffel, et c'est évidemment une production de conception, d'intelligence à haut niveau. Mais même si vous regardez une tour de pierre dans la plage, vous êtes obligé de savoir, de connaître qu'il y a quelqu'un qui a mis ça en place. Parce que les lois de nature, c'est-à-dire le vent, le sable, ne peuvent pas mettre les pierres comme ça, dans un tas comme ça. Et si on regarde le petit modèle d'un enfant, il y a 3 niveaux de dessin dans ce petit image. Il y a alors la maison, alors les briques de Lego, tout sont un dessin, et alors l'enfant lui-même, sa capacité de faire ça. 3 niveaux de dessin. C'est facile à voir, mais quand même, ce n'est pas toujours facile à bien réaliser. Mon beau-frère, il habite en Turquie. C'est loin de ce désastre qu'il y a eu le 23 février 2023. Mais quand même, c'était une catastrophe qui a touché tout le pays. Et professeur Iman Haji Rasoula, Université de Sheffield, il a conclu une grande partie des bâtiments existants dans le pays en développement souffrent de problèmes tels que des matériaux de qualité inférieure, des conceptions insuffisantes et des pratiques de construction médiocres. La conception est difficile à faire, à réaliser. Alors, des exemples un peu plus, pas si choquants que le dernier. Ça, c'est une expérience culinaire loin d'être idéale, n'est-ce pas? Et aussi, qui a installé cet arroseur devant le système de puissance? Et alors, en sortie de secours uniquement, veuillez fermer la porte doucement, car les clients peuvent être en train de dormir. Alors, ça, c'est le dessin qui prouve que le dessin n'est pas facile à réaliser. Mais si nous regardons notre planète, un papillon, ça, c'est la nanotechnologie. Vous avez des yeux pour apprécier ça et un cerveau pour interpréter les images. Vous avez une main et vous pouvez opposer le pouce et les doigts. Un cerveau qui est le système le plus compliqué dans l'univers. C'est comme toute une Internet, mais c'est dans votre tête et le mien. ATP synthèse, c'est-à-dire le moteur de nos cellules qui est le plus petit au monde, qui est beaucoup plus efficace que les moteurs que nous pouvons construire. Mulhouse, c'est célèbre pour les moteurs électriques. Et vous avez dans votre musée ici, vous avez des exemplaires des moteurs électriques fantastiques, mais le moteur qui est dans chacun de nous, chacun de nos cellules, ça dépasse les dessins humains. Le miel et les abeilles. Un système qui marche ensemble. Ce sont les abeilles, pas de miel. Mais les deux sont là pour vous, pour que vous avez quelque chose à mettre sur votre pain demain. Et le sujet de cette conférence, les chauves-souris. Et le point que je voudrais faire, c'est que
le dessin, la conception est partout dans le monde où nous posons le regard. Et c'est facile, même les athées, le dessin est partout où nous posons notre regard, et même les athées peuvent le voir. L'athée le plus célèbre chez nous, c'est M. Dawkins, Richard Dawkins. Il a écrit pas mal de livres. Il a dit ça. La biologie est l'étude des choses complexes qui semblent avoir été conçues dans un but précis. Qu'est-ce qu'il dit? Il a vu le dessin, il a vu la conception, mais il a supprimé cette connaissance. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas croire en Dieu. Et ça, ce n'est pas honnête, les amis. Et c'est possible de tester le dessin, de tester la conception, si quelque chose est arrivé par hasard ou par intention. La conception comporte une complexité spécifiée, information. Par exemple, un livre dans ma poche, un portable, une complexité irréductible. Et pour un piège de souris, tout fonctionne ou rien ne fonctionne. Si tu enlèves la barrière ou la barre, ça ne marche plus. Ça s'appelait une complexité irréductible. Et une conception, normalement, il a ça. Ordre, interdépendance et finalité, par exemple, une machine ou un système. Et notre exemplaire ce soir, c'est les chauves-souris, parce qu'ils nous en montrent, ils ont tous tout démontré. On voit la conception dans le monde naturel, les chauves-souris. Quelques faits sur les chauves-souris. Ils sont les rois du vol. Ils ont un système d'écolocalisation comme le sonar des chauves-souris, avec une différence. C'est mieux que le sonar que nous avons développé. Et aussi, nous allons voir les capacités de chasseurs que les chauves-souris possèdent. Fait sur les chauves-souris représentent près d'un quart de toutes les espèces de mammifères connues. Ils ont la plus petite chauve-souris, à Bourdon de Thaïlande. Elle pèse moins qu'une pièce de centime sous le doigt. Il est petit, lui. Il est une chauve-souris. Mais il y a ceux qui sont un peu plus grands. Et la plus grande, c'est la chauve-souris renard volant, d'une envergure de 1,5 jusqu'à 1,7 mètres. Elle pèse jusqu'à 1,4 kg. Alors, les chauves-souris à queue libre du Mexique peuvent être observées en train de chasser à plus de 3000 mètres d'altitude. Elles profitaient des vents arrière pour voler à plus de 100 km par heure. Nous allons considérer une petite vidéo sur les chauves-souris, les rois du vol. Mais le roi du vol n'est ni un insecte ni un oiseau. C'est la chauve-souris, le seul mammifère qui est vraiment capable de voler, à part nous, les humains. Franchement, nous trichons. Elles peuvent tourner sur une petite pièce et manœuvrer en volant si vite qu'elles deviennent floues. La slow motion montre les raisons de l'agilité impressionnante des chauves-souris. Contrairement aux avions, les ailes des chauves-souris ne sont jamais plates. Elles changent et ajustent constamment leur forme. Ce ne sont pas de véritables ailes. Ce sont leurs mains. Et comme nous, les fascinantes chauves-souris peuvent plier et courber leurs doigts de manière indépendante. Cela leur donne un contrôle précis et agile dans les airs.
Voilà. Les chauves-souris, les rois de vol. Et nous avons fait les imitations du vol des chauves-souris. Il y a 2-3 projets dans le monde. Et à mon avis, le plus avancé, c'est le projet qui se passe aux États-Unis, Université du Nord-Est, Aerobat. C'est le bat, c'est le chauve-souris en anglais. Aerobat peut voler à 5 mètres par seconde, égal à 18 km par heure, ainsi qu'en stationnaire. Voilà un dessin, une photo de Aerobat. La plupart des chauves-souris peuvent voler à 24 jusqu'à 40 km par heure. Et comme j'ai déjà dit, la chauve-souris brésilienne au Mexique a queue libre 100 km/h et plus. Et alors, nous allons voir une petite vidéo de Aerobat. J'ai commencé à étudier les chauves-souris et la robotique en imitant le vol des chauves-souris en 2014. L'objectif ici est de créer des robots capables de reproduire le vol des chauves-souris. Il m'a fallu 3 ans pour concevoir mon premier drone inspiré des chauves-souris appelé BatBot, qui a été publié en tant qu'article de couverture dans Science Robotics. L'histoire a commencé après la publication de ce travail précédent. J'ai rejoint Northsister et j'ai commencé à concevoir un robot. L'idée est de concevoir des drones inspirés capables d'opérer dans des environnements extrêmement étroits et confinés. Dans un espace confiné de 1 par 1 pied, les drones ne sont pas très efficaces à cause de l'aérodynamique et c'est là que les chauves-souris entrent en jeu. Le robot est un robot biomimétique inspiré pour battre des ailes comme une chauve-souris et avoir un battement de ailes comme une chauve-souris. Les études décrivent le vol des chauves-souris comme une danse aérienne fluide et gracieuse. Vous voyez ça? Les chauves-souris ne se contentent pas de voler, elles dansent avec aisance dans les airs, manipulant leur environnement fluide. Je suis très enthousiaste à l'idée de diriger le projet de chauve-souris aérienne. Je m'occupe de la conception mécanique, de la perception, je supervise tout. Impliquer des étudiants dans ce projet est génial. La difficulté réside dans le temps consacré aux itérations, tests et améliorations constantes. En tant qu'ingénieur, copier le vol des chauves-souris nécessite de résoudre des problèmes d'ingénierie importants, ce qui est extrêmement intéressant pour moi. Je suis Ali Reza Zadeh, professeur associé au département de génie électrique et informatique. Alors, ce que vous avez vu, c'est que le système de vol des chauves-souris dépasse par loin les systèmes dont nous sommes capables de faire. Même si c'est très bien, comme ça c'est le projet le top au monde, mais c'est tout à fait différent qu'un petit chauve-souris peut faire chaque jour pas loin de chez vous. Mais écolocalisation, c'est encore quelque chose qui est même plus merveilleux, à mon avis, de ça, en tant qu'ingénieur. L'écolocalisation, c'est un sonar, un système sonar des chauves-souris qui leur permet de chasser dans l'obscurité. Comment ça marche? La chauve-souris émet un son aigu, mais c'est ultrasonique. Voilà pourquoi vous et moi, nous ne pouvons pas entendre. Et écoute les échos renvoyés par les objets proches, c'est-à-dire le repas, un moustique, y compris les insectes. En détectant son propre son réfléchi et non celui des autres chauves-souris, parce que chaque chauve-souris donne une signal, un cri qui est différent que ses copains, et détermine la distance à l'insecte, la forme de l'insecte, la vitesse de l'insecte, la taille de l'insecte et la direction de l'insecte. Et aussi la texture de la surface de sa proie, insecte. Et le chauve-souris, il fait ça en vol. Absolument extraordinaire. Comment il fait ça? Il a un larynx spécialisé capable de produire des impulsions ultrasoniques, des grandes oreilles qui sont résonateurs, et avec les oreilles, il peut savoir où, la direction où se trouve l'insecte,
et les oreilles internes très très sensibles, un système nerveux traitant les informations, c'est-à-dire le cerveau, en quelques millisecondes pour interpréter les signaux qu'il a reçus par ces émetteurs extraordinaires et de faire marcher et manger son repas. Alors, pour vous donner un exemple, voilà un système de communication normal dans un aéroport pas loin de chez vous. Un émetteur qui donne les ondes, un cible, cette fois c'est un avion qui va décoller, et alors le émetteur il fait une émission, un écho arrive du cible et la distance est connue. Alors, comment ça marche avec une chauve-souris? Le chauve-souris, il est à la fois le émetteur et le récepteur, et le cible, alors, c'est le moustique. Et pour faire ça, il a le larynx spécialisé et les oreilles extraordinaires, mais en plus, les sons qui sont très, très compliqués. Par exemple, en haut, vous pouvez voir le son par un sonar fait par les hommes. Nous l'appelons FM, chirp. Alors, les fréquences de 37,5 jusqu'à 42,5 kHz. Mais regarde, en bas, les signaux faits par les chauves-souris. Et à cause de leurs signaux complexes, ils peuvent distinguer les échos ultrasonores très proches les uns des autres. Les sonars artificiels, c'est-à-dire faits par les hommes, peuvent distinguer les échos de 12 microsecondes, mais avec beaucoup de travail, ça peut être réduit à 6 à 8 microsecondes. Mais les chauves-souris distinguent relativement facilement les échos ultrasonores espace de 2 à 3 microsecondes. Et la raison pourquoi, c'est que si on zoome sur le pic du sonar qui a été fait par l'homme, c'est beaucoup plus large que ce qui a été fait par les chauves-souris. Et à cause de ça, elles peuvent distinguer les objets espacés de 0,3 mm, soit environ la largeur d'un trait de stylo sur le papier. Et les chauves-souris, il a la capacité de reconnaître cela. Comment fait-il? Alors, il utilise des balayages à modulation de fréquence pour mesurer les distances entre 20 et 150 kHz. Des tonalités à fréquence constante, CF, pour détecter la vitesse avec un effet Doppler. Oui, le chauve-souris, il savait l'effet Doppler. Il s'est utilisé cela, à fréquence 40 jusqu'à 100 kHz. Il appelle aussi des systèmes hybrides CF et FM pour avoir une fonctionnalité combinée, 60 jusqu'à 90 kHz. Et aussi, il fait la FM multi-harmonique pour réduction du bruit des autres chauves-souris. Parce qu'il est dans une caverne, c'est tout noir, il y a des milliers de chauves-souris qui font la même chose que lui. Et ces technologies sont remarquablement similaires à celles utilisées dans les radars à impulsion modulée et les sonars FM-CW. Voilà l'état de l'art. J'ai copié cela d'un papier de 2020, une définition de FM-CW. Le FM-CW, ou une onde continue modulée en fréquence, est défini comme un type de radar dans lequel le signal de l'émetteur est modulé en fréquence par une forme d'onde linéaire, ce qui permet de mesurer la portée de la cible avec une haute résolution en analysant le signal reçu retardé. Et voilà les signaux dans le temps et la fréquence. Et un avion, par exemple le F-15 par McDonnell et Douglas, il utilise la même technologie. Mais la petite chauve-souris a tout cela dans sa tête. Extraordinaire. Un émetteur, une intention
un message, un récepteur et un système de décoder le signal. C'est un exemple d'un système qui démontre une complexité irréductible, beaucoup plus compliquée que la souricière. Et c'est un exemple de la conception extraordinaire, la créativité, l'élégance et l'ingéniosité de notre Créateur. Et pour ça aussi, tout cela fonctionne ou rien ne fonctionne. À quoi ça sert d'avoir un émetteur si on n'a pas un récepteur? À quoi ça sert d'avoir un émetteur, un récepteur qui n'a pas un processeur pour décoder les infos? Il faut que tout soit en place ou il va mourir de faim. Les humains perçoivent une grande variété de fréquences. Nous pouvons entendre des sons aussi bas que 20 Hz, plus bas que la note de piano la plus grave. Nous pouvons entendre jusqu'à 20 kHz dépassant la note la plus aiguë d'un piccolo. Certains animaux peuvent détecter des sons à des fréquences encore plus élevées, malgré la large gamme. Les dauphins et les chauves-souris envoient et reçoivent des messages à des fréquences ultrasoniques, et ils interprètent ces sons avec une précision incroyable. Tous les mammifères possèdent une cochlée pour amplifier et convertir les ondes sonores en impulsions électrochimiques. Les dauphins et les chauves-souris possèdent des cochléas qui détectent les ultrasons. Les chauves-souris habitent les airs tandis que les dauphins habitent l'eau. Les deux animaux se servent de l'écholocation, une technologie biologique, pour percevoir le son. Un dauphin utilise des ondes sonores, réfléchies, pour déterminer la taille, la forme, la distance et la direction d'un objet, ce qui l'aide à trouver de la nourriture dans une eau trouble. Et lorsque plusieurs dauphins s'approchent de la même source de nourriture, des sons en rafale garantissent que le dauphin dominant a la priorité et capture sa nourriture sans collision. Les chauves-souris utilisent aussi l'écholocation, mais elles ajustent leur équipement pour fonctionner dans l'air plutôt que dans l'eau. Elles envoient une impulsion à 100 kHz qui peut descendre à 30 kHz en une fraction de seconde. Un muscle de l'oreille moyenne des chauves-souris se contracte lors de l'envoi d'une impulsion, puis se relâche pour capter les échos, évitant ainsi qu'elles ne s'autodésarment. Les systèmes biosonars des dauphins et des chauves-souris possèdent de nombreuses spécifications précises et intégrées. Ont-ils pu développer le hasard dans deux environnements totalement différents? Il est logique que Dieu les ait équipés de manière unique avec tout ce dont ils ont besoin pour prospérer. Pour l'évolutionniste, ils ont un problème. Comment on peut expliquer tout cela par hasard, c'est-à-dire par mutation? Et franchement, ce n'est pas possible. Et pour entrer un peu entre ça, le gène appelé prestine code pour la protéine prestine. Les chauves-souris et les dauphins appartiennent à des branches des différentes de l'arbre évolutif. Ils n'ont pas d'ancêtre commun. Nous avons découvert toute une série de modifications d'acides aminés communes à ces deux groupes qui ont évolué en parallèle de manière convergente. Okay, voilà, selon Stephen Rossiter de l'Université de Queen Mary à Londres. Mais pour qu'il y ait convergence, il faut que 200 gènes doivent avoir subi indépendamment des mêmes modifications. Les amis, c'est impossible. Expliquer l'écologisation en chauve-souris et aux dauphins qui n'ont pas un ancêtre commun, et ça existe aussi dans des autres mammifères, par exemple les petits, une espèce de souris sur la Terre. C'est tout à fait impossible d'expliquer tout cela par mutation. Alors, ils sont des chasseurs extraordinaires. Une petite chauve-souris brune peut attraper 600 moustiques en 1 heure. Et 20 millions de chauves-souris de la grotte Bracken au Texas mangent 250 tonnes d'insectes chaque nuit. Et l'écologisation des chauves-souris pêcheuses est capable de détecter la nageoire d'un varan aussi fine
qu'un cheval humain dépassant la surface de l'eau seulement à 2 mm. Je vais essayer la dernière vidéo qui vous montre les capacités chasseurs des chauves-souris. Les crocodiles d'eau douce vivant en Australie. Réchauffés par la douce chaleur estivale, ils sont à leur maximum d'alerte et de vigilance. Les mâchoires d'un crocodile se referment en un clin d'œil. Réaction de la chauve-souris. Il faut aller plus vite. Ils doivent choisir un endroit et braver le danger. Les survivants traverseront la rivière quotidiennement jusqu'au début des pluies de la mousson. Les chauves-souris, conception merveilleuse qui réfléchit et nous pousse à l'admiration. La parole de Dieu dit « Ainsi furent achevés le ciel, la terre et toutes les armées. Le 7e jour, toute l'œuvre de Dieu avait été faite, achevée, et il se reposait au 7e jour, le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. » Qu'est-ce que c'est la conception? La conception, une définition, la conception c'est l'intelligence rendue visible. Si on regarde le cosmos, la Terre ou une petite chauve-souris, tu peux voir les perfections de Dieu. Les choses invisibles de Dieu depuis la création du monde sont clairement visibles à l'œil, nous, à savoir sa puissance éternelle, à sa divinité, à travers les choses qu'il a créées. Mais pourquoi les athées ne le voient pas? Ne le voient pas, ne voient pas. Alors, il y a une histoire de Admiral Nelson. Et lui, qui était, il a vécu le même temps que Napoléon, et lui, il était en bataille avec les bateaux de Norvège danois, la bataille de Copenhague en 1801. Et il a déjà perdu un œil. Il était aveugle en un œil. Et son amiral, le commandant de toutes les Britanniques, il en dit « Il ne faut pas attaquer l'ennemi aujourd'hui. » Mais Nelson le savait qu'il peut gagner la bataille s'il attaque à cet instant. Alors, il a mis le télescope devant ses mauvais yeux. Et il a dit je peux rien voir. Et nous l'appelons chez nous, il a fermé les yeux en effet. L'œil nelsonien. Il ne voulait pas voir. À cause de ça, il a refusé de regarder. Et ça, c'est l'athéisme de nos jours. Il ne voulait pas regarder les preuves pour la création. C'est une question de volonté. C'est une question de péché. Depuis la création du monde, ces attributs invisibles sont clairement visibles, étant compris par les choses qui sont faites, même la puissance éternelle et sa divinité, de sorte qu'ils sont sans excuse, car
Bien qu'ils aient connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ni ne lui ont rendu grâce, mais ils sont devenus futiles dans leurs pensées, et leur cœur insensé s'est obscurci. Cependant, dans sages, ils sont devenus faux. Voilà le problème occidental. En Europe, aux États-Unis, en Angleterre, ils ne veulent pas voir les preuves. Mais vous êtes là. Certains le font. L'athée le plus célèbre du Royaume-Uni, il s'appelle Anthony Flew. Son papa était un pasteur méthodiste, mais Flew, il est devenu l'athée le plus célèbre chez nous. Mais il a changé son avis et il a écrit un livre. Il n'y a pas de Dieu, mais il a annulé le négatif. Voilà le livre de Anthony Flew. Et Flew a changé d'avis, convaincu par quoi? Par l'intelligence de la création, le dessein dans la création. Il a dit ça. Je pense que l'ADN, nous allons entendre parler de l'ADN demain, l'ADN a démontré que l'intelligence a dû intervenir pour réunir ces éléments extraordinairement divers. Et la question qui a troublé Flew et qui a mené à renoncer son athéisme, qui a acquis le code de ADN. Je dis ça pour dire que l'argumentation de dessein est puissante. Vos amis qui sont athées, il faut mettre devant eux l'argumentation de la dessein pour les convaincre que leur athéisme est faux. Est-ce que c'est important? Oui, c'est important. Le corps humain est le système le plus complexe jamais créé, Bill Gates. David le roi, psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Mais la théorie d'évolution qui est bien établie dans nos sociétés, nous regardons les bébés dans le sein de leur mère, pas comme les dessins extraordinaires de Dieu, les chefs d'œuvre sublimes, une œuvre de génie, mais chez nous, un chiffre terrible. Les avortements au Royaume-Uni en 2022, le chiffre le plus élevé depuis le début des enregistrements. Et les chiffres pour cette année sont encore plus pires. Voilà pourquoi cette question est importante. Si nous avons une mauvaise réponse à la question de dessein, on arrive à un état comme ça. C'est important, les amis. La question que tout le monde se pose, comment en sommes-nous arrivés là, par accident ou par la volonté du Créateur? Deux idées contradictoires. L'accident pose sérieux problèmes, non démontrés expérimentalement, et c'est non scientifique à la fin. C'est motivé par l'athéisme. Mais la conception, le design, le dessin correspondent aux faits. Elle est partout, facile à voir, difficile à réaliser, et une proposition vérifiable fondamentale pour la science. Et ce que nous croyons à ce sujet est vraiment important. Mais il y a une preuve même plus grande que l'argumentation de la dessein. Le concepteur, Dieu, il est venu sur terre. Jésus-Christ affirme être Dieu, le créateur en chair, le concepteur, le dessinateur de tous. Il a dit des choses que seulement Dieu peut dire. Avant qu'Abraham fût, je suis. C'est seulement Dieu qui peut dire ça. Moi et le Père, nous sommes un être, Fils et Père. Il a fait des choses que Dieu seul peut faire. Créer, il a changé de l'eau en vin, miraculeusement. Il a contrôlé la nature, il a guéri les sourds, les muets et les aveugles. Il redonne la vie à des personnes mortes depuis plusieurs jours.
Seulement Dieu peut faire les choses, les amis. Il est mort lui-même et 3 jours plus tard, il est ressuscité des morts. La preuve ultime. Pourquoi le Créateur est-il mort? La Bible est aussi claire, Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste, pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Et pour que nous sachions qu'il est le Fils de Dieu, il est ressuscité le 3e jour. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le 3e jour, conformément aux Écritures. Et le verset dans Benjamin m'a posé ma verset favori un de mes versets favoris dans la Bible. Si tu vas dans l'université d'Oxford en Angleterre, tu trouveras ce dessin. Il est appelé La lumière du monde. C'est réalisé par William Holman Hunt. C'est un dessin de Christ, la lumière du monde, qui frappe à une porte. Et la porte, c'est la porte du cœur humain. Il n'y a pas de problème avec ce porte. Il y a des problèmes partout, c'est difficile. Et aussi, le poignet pour la porte, ce n'est pas extérieur, c'est l'intérieur. C'est la personne qui est dans la maison qui va ouvrir. Et cette image est mise devant nous dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Comment devient-on chrétien? Simple, on ouvre la porte au Seigneur Jésus-Christ, notre Créateur en chair. Messieurs, dames, merci pour votre attente.